Après les votes, les premiers résultats définitifs ont été rendus publics cet après-midi par la CEI, la Commission électorale indépendante. Il s'agit dans un premier temps des résultats concernant uniquement l'élection municipale. La communauté internationale célèbre ce lundi 22 avril la Journée mondiale de la Terre. Cette journée de sensibilisation célébrée depuis 1970 rappelle aux êtres humains qu'ils ont le devoir de laisser la Terre intacte et vivable pour les générations futures. Sur place au Mali, les forces tchadiennes continuent de ratisser le massif des Ouras à Kidal pour déloger les islamistes cachés dans les montagnes. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité nationale et internationale. En Côte d'Ivoire, près de 6 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés hier dimanche à élire leurs conseillers régionaux et municipaux 2 ans après la fin de la crise post-électorale. Après les votes, les premiers résultats définitifs ont été rendus publics cet après-midi par la CEI, la Commission électorale indépendante. Il s'agit dans un premier temps des résultats concernant uniquement l'élection municipale. Les résultats de 70 communes ont été donnés cet après-midi aux environs de 17h, heure locale, par le porte-parole de la Commission électorale indépendante. D'autres résultats seront proclamés dans 1 heure, aux environs de 21h, en direct sur RTI 1. Le déroulement du scrutin a eu lieu sur toute l'étendue du territoire et le taux de participation à ces élections couplées n'est pas encore connu officiellement, on peut le dire, mais ce taux devrait largement dépasser les 50%. La Commission électorale indépendante parle même de 60% de taux de participation. Des précisions seront données certainement aux environs de 21h au cours de la proclamation de la deuxième partie des résultats. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie et des finances, a regagné Abidjan ce lundi en fin d'après-midi. Le chef du gouvernement ivoirien rentre de Washington aux États-Unis, où il a participé aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Au cours de son séjour aux États-Unis, le Premier ministre a accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités de la banque et de la haute finance internationale. C'était une occasion pour Daniel Kablan-Duncan de partager avec les responsables de ces institutions les perspectives nouvelles de l'économie ivoirienne. Et quelques minutes après sa descente d'avion, le chef du gouvernement ivoirien a accordé une interview à la presse nationale et internationale. Présente à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le Premier ministre a fait le point de sa mission au micro de Alexis Ouedraogo. L'élément n'est pas encore prêt, nous allons donc continuer. Et dans l'actualité également, nous allons donc continuer ce journal par certainement les corps habillés. Les forces terrestres ont un nouveau patron. Il s'agit du colonel-major Gaoussou Soumaoro. La passation de commandement a eu lieu en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, et du général du corps d'armée, le chef d'état-major des FRC, Soumaïla Bakayoko. Le point avec Hamza Diaby. Par cette action, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, vient ainsi, au nom du président de la République, chef suprême des armées, de faire du colonel-major Gaoussou Soumaoro le 7e commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Soumaoro Gaoussou, ici présent, et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Le nouveau commandant des forces terrestres exprime sa gratitude pour la marque de confiance dont il a été l'objet avant de s'adresser à ses hommes. Aux différents chefs de corps, officiers, sous-officiers et militaires de rang, le commandant des forces terrestres a demandé respectivement l'autorité, le professionnalisme, la discipline et la détermination.
Voilà, notre reporter est enfin prêt avec l'arrivée du Premier ministre ivoirien à Abidjan. Le chef du gouvernement ivoirien donc a accordé une interview à la presse nationale et internationale, présente à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le Premier ministre a fait le point de sa mission au micro de Alexis Ouedraogo. En résumé, il s'agit au niveau de ces réunions de parler donc de l'économie mondiale, comment cette économie peut rebondir, et ensuite de parler de la lutte contre la pauvreté. Fondamentalement, ce sont les grands thèmes qui ont donc été évoqués à ce niveau. Et je dois dire qu'il y a 3 éléments importants que je peux retenir. D'abord, la rencontre avec le groupe Ecobank, avec Thierry Tano, qui vont faire des actions importantes sur la Côte d'Ivoire, notamment la construction d'un immeuble au niveau donc de la place de la République, de R+8, et disons que la participation au financement des investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré aussi le président de Afreximbank qui nous a indiqué qu'ils ont dégagé une ligne de 500 millions de dollars, c'est-à-dire 250 milliards de francs CFA, pour aider les entreprises ivoiriennes donc, à repartir, notamment celles qui sont orientées vers l'exportation. Nous avons rencontré un groupe d'investisseurs, notamment des investisseurs, disons que des gens qui travaillent à la banque, des Ivoiriens qui travaillent avec la Banque mondiale, qui travaillent dans des banques américaines, en liaison avec des partenaires d'Arabie Saoudite, qui vont créer bientôt un établissement ici, et pour investir 75 milliards de francs CFA dans le domaine du logement ici. Il ressort de manière globale un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, à différents niveaux, et qui fait que la Côte d'Ivoire est chaque fois sollicitée, soit pour intervenir. Nous sommes par exemple maintenant responsables du groupe dit donc 2 Afrique. Et à ce titre, nous avons travaillé avec 23 pays africains pour l'animation de ce groupe, que ça devienne un élément très fort donc, de la politique au niveau du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, des financements qui vont venir sur le pays. Et je pense que ce qu'on peut vraiment souligner, c'est l'aura qu'a le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans tous ces milieux qu'il a déjà fréquentés et qui fait que beaucoup de portes s'ouvrent. Usage du langage et usage de la violence, c'est le thème du colloque du Club international de conférence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au nombre des participants figurent des analystes politiques, des universitaires, des journalistes. Une rencontre entre intellectuels sur l'importance, sur l'impact de la parole dans notre société. Le point avec Gabriel Zani. Comme on disait nos parents avant, il faut essayer de savoir parler. Il faut tourner ta langue 2 fois, 10 fois avant de faire sortir une parole. Tu peux dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire à cette personne-là qui peut vraiment engendrer des palabres. Tout le monde est unanime sur le fait que parler sans tenir compte des conséquences de ses paroles ou ne pas peser les mots qu'on utilise est dangereux. Bien souvent, les propos incendiaires des hommes politiques ont entraîné des violences, des guerres dans nos sociétés africaines déjà fragilisées par les clivages ethniques, selon des spécialistes du droit et des professeurs d'université. Ils se sont réunis ce lundi à la faveur d'un colloque pour débattre de la question de l'usage public de la parole par les hommes politiques. On sait très bien que les grandes tragédies qui ont marqué l'Afrique depuis les indépendances ont été souvent caractérisées par des prises de parole qui ont en quelque sorte eu la fonction des bûchettes d'allumettes sur évidemment un bidon d'essence. Il y a des paroles qui ont incendié l'Afrique. Le mensonge, le dénigrement, les préjugés, toutes ces formes de violence verbale ont entaché le langage des leaders depuis nos Africains au détriment des projets de développement. Des élus politiques et administratifs aux guides religieux, l'exercice de la parole publique doit être mesuré et responsable pour éviter les conflits armés et civils, selon la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatika Sarasako, à l'ouverture des travaux du colloque parlementaire. Cet échange d'idées a été organisé par le Club international de conférence de l'Assemblée nationale. La communauté internationale célèbre ce lundi 22 avril la journée mondiale de la Terre. Cette journée de sensibilisation, célébrée depuis 1970, rappelle aux êtres humains qu'ils ont le devoir de laisser la Terre intacte et vivable pour ceux qui viendront après, les générations futures. Les détails avec Hamza Diaby.
Le sénateur américain Gaylord Nelson encourageait les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Voilà l'origine de la Journée mondiale de la Terre. Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde, célébré par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Le 30 mars 2005, un rapport accablant de l'UNESCO sur l'impact de l'homme sur la planète était publié. Les activités humaines des dernières années ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses. Le bien-être de l'homme est menacé d'ici à 40 ans. Quelle solution donc? Le développement durable pourrait en être une. Il s'agit de réussir à concilier les activités des entreprises tout en préservant l'environnement. De nombreux pays se sont engagés dans cette voie avec des objectifs concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la planète, car l'homme est considéré comme la première cause des catastrophes naturelles. Un jour, c'est un séisme à Haïti, au Chili ou en Indonésie. Un autre, c'est un cyclone aux Caraïbes. Un troisième, c'est un glissement de terrain aux Philippines. Les morts s'accumulent et la démographie y est pour beaucoup, parce que les hommes ayant besoin d'espace occupent au mépris des dangers, des zones menacées. La terre est notre patrimoine, elle a appartenu à nos ancêtres. Aujourd'hui, nous y vivons. Nous avons le devoir donc de la laisser vivable pour ceux qui viendront après nous. Voilà, c'était Hamza Diaby. Restons dans le domaine de l'environnement pour parler cette fois de prévention des risques de catastrophes naturelles. Le sujet est au centre d'un atelier qui réunit des experts des pays de la sous-région ouest africaine. Ils se sont fixés un objectif, celui de mettre en place une plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Le point avec Josia Brou et Justine Djiké. En Côte d'Ivoire, les catastrophes naturelles les plus connues sont les inondations, les feux de brousse, la sécheresse et les tempêtes. Pour prévenir ces phénomènes dangereux, une étude sur l'analyse des vulnérabilités aux catastrophes et les capacités de réponse a été menée. Elle permettra de réduire au strict minimum les risques de catastrophes et de cerner l'état de vulnérabilité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en étau entre l'océan Atlantique et le Sahel. Et donc, en matière climatique, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Cette étude va mettre à notre disposition un document pour que dans la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes, eh bien, nous puissions rechercher des solutions à tout ce qui a été identifié pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays qui puisse résister aux aléas qui vont venir. Selon le professeur Ochou Delphin, prévenir les risques est moins coûteux que la prise en charge des catastrophes. Et cette prévention permet une gestion rationnelle de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'est donc pas exposée aux catastrophes hydrogéologiques telles que les grands tremblements de terre, car le territoire ivoirien est sur une zone plus stable. Par ailleurs, le faible tremblement de terre enregistré l'année dernière à Grand Laou n'était qu'un tremblement de terre ordinaire ne causant pas de dégâts matériels et humains. Dans le reste de l'actualité, le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, s'engage dans la démarche qualité pour améliorer la production agricole. Et au nombre des bénéficiaires de cette démarche qualité figurent en bonne place les producteurs de palmiers à huile. Cette promotion de la qualité porte sur l'amélioration des semences utilisées dans la filière palmier à huile. Hamza Diaby nous en parle. Une démarche qualité pour satisfaire clients et partenaires et donc faire face aux défis d'un marché en perpétuelle évolution. Voilà le nouvel engagement du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Une démarche qui a abouti à la certification de son système de production de semences de palmiers à huile, des variétés de semences améliorées. Le CNRA a créé du matériel végétal performant en mettant en place des semences de palmiers à huile de bonne qualité, et ce matériel-là est résistant à la fusariose. Ce matériel a pour but de renouveler le verger de la Côte d'Ivoire en matière de l'agriculture, satisfaire les besoins
des paysans qui vont faire des replantations, satisfaire aussi les besoins des agro-industries afin de maintenir la place de la Côte d'Ivoire comme leader dans le secteur de la culture du palmier à huile. La mise en œuvre du système de management de la qualité au CNRA a permis à la structure de mettre au point des semences aux producteurs, avec un rendement de 25 tonnes de régime par hectare et par an, une réelle optimisation de l'activité de production de semences de palmier à huile. Le Centre national de recherche agronomique a été créé en 1998 dans le but de mieux coordonner la recherche agronomique afin d'obtenir de meilleurs résultats. Un volet santé à présent avec tout d'abord l'ouverture officielle des travaux du deuxième colloque scientifique international sur le paludisme. Ce deuxième colloque scientifique se tient ici à Abidjan, réunit des experts en matière de traitement et de recherche de remèdes dans le cadre de la lutte contre la maladie, le paludisme. Ces experts feront le point sur l'ampleur de la maladie. Honorine Agnigori. Lutte contre le paludisme, avancées et perspectives. C'est autour de ce thème que ce colloque se tient quand on sait que le paludisme constitue un véritable problème de santé publique de par sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2011, 43% des motifs de consultation sanitaire, 24% des motifs d'hospitalisation et 26% des décès hospitaliers. Les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, dont 80% des décès surviennent du paludisme. Ce colloque vient donc à point pour faire montre du savoir-faire des chercheurs dans le domaine du paludisme. Nous avons un service de recherche avec lequel nous avons pu organiser ce colloque scientifique. Nous sommes à la 2e édition. Les recherches trouvent comment utiliser les médicaments. Est-ce que les médicaments on utilise, est-ce qu'il y a des effets, est-ce que ça marche avec la population, est-ce qu'il n'y a pas de complications avec la population, et il y a aussi des nouvelles découvertes sur les moustiques, comment lutter contre les moustiques. Et donc ces recherches nous donnent beaucoup plus de résultats, non seulement dans la prise en charge et dans la prévention. Les populations apprécient les efforts des chercheurs qui trouvent en matière de paludisme. Le palud tue. Particulièrement les femmes enceintes, nous avons facilement le palu. D'abord, quand nous partons à la maternité, on nous donne des moustiquaires imprégnés pour protéger nous et nos enfants. On dit merci aux chercheurs pour tout ce qu'ils ont fait. L'année 2013 étant décrétée année de la santé, l'État de Côte d'Ivoire a résolu de faire de la lutte contre le paludisme sa priorité. Le paludisme demeure un problème de santé publique et à la faveur du colloque sur la maladie qui se tient en Côte d'Ivoire, Alexis Ouedraogo nous situe sur l'ampleur de la maladie qui continue de faire des victimes sur notre continent, le continent africain. Avec un mort toutes les 30 secondes, le paludisme tue chaque année 1 million de personnes dans le monde. Son parasite est principalement transmis la nuit avec la piqûre de l'anophèle, moustique femelle. L'infection se propage dans le sang en colonisant les hématies et en les détruisant. Le symptôme le plus classique du paludisme est la répétition cyclique d'une sensation de froid suivie de frissons avec fièvre durant 4 à 6 heures. On estime que plus de 2 milliards de personnes vivent dans des zones à risque. Dans plusieurs pays européens, selon les derniers rapports de l'OMS, l'éradication de la maladie s'est appuyée sur des changements de comportement, l'amélioration du cadre de vie et l'aménagement du territoire. Le dessèchement des étangs insalubres est aussi important puisque le moustique adulte ne se déplace pas à plus de 300 mètres de son point d'origine. Pour l'heure, de nouveaux médicaments sont sur les marchés, combinaisons dihydroartésémicine, commercialisées sous le nom de Euratecin. Ils sont pour la plupart développés dans des laboratoires chinois. L'artémisinine, issue d'Artemisia annua, une plante d'origine chinoise, a largement prouvé son efficacité en Asie. Des études menées en laboratoire et dans de nombreux pays impaludés démontrent à la fois son efficacité et sa facilité d'administration. Elle éliminerait plus rapidement les parasites présents dans le sang. Le premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite aura lieu à partir du 26 avril prochain. Cette année, ce sont plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui vont recevoir chacun une dose du vaccin contre la polio, maladie invalidante. La santé par le sport. Une marche dans le jardin botanique de Bingerville pour avoir une bonne santé.
Le jardin botanique de Bingerville est pris d'assaut chaque fin de semaine par des dizaines de marcheurs. Le constat a été fait par l'enseignant Ouattara. Dans la fraîche rosée matinale, de la verdure et de l'air pur. C'est dans le jardin botanique de Bingerville, près d'Abidjan, que chaque fin de semaine, des marcheurs se donnent rendez-vous pour maintenir la forme. C'est pour entretenir leur santé. Parce que souvent, ils sont seuls à la maison, isolés. Même quand ils ont envie de marcher, il n'y a pas la volonté parce qu'ils sont seuls. 5 km de marche, une activité sportive destinée principalement aux personnes du 3e âge, un bénéfice santé indéniable. Et ça nous permet d'être encore jeunes. Actuellement, quand je marche, d'autres me disent quel est mon secret? Mon secret, c'est de faire du sport, c'est de marcher beaucoup. J'ai remarqué que cette marche me donne la santé. Je me sens à l'aise, je me sens bien dans mon corps. Je dis à mes frères et sœurs de venir marcher toujours avec nous. Au moins, c'est 30 minutes par jour. Pour les organisateurs, c'est aussi une occasion de sensibiliser aux vertus de la pratique du sport. Celui qui manque de sport est malade. Aujourd'hui, quel que soit ton âge, il faut faire du sport pour ta santé. Il faut le faire, et non seulement pour la santé, mais pour même la réconciliation. En faisant le sport, on se retrouve, on se réconcilie, on se soigne et on n'a même pas besoin de médicaments pour cela. Après les efforts, quelques conseils sur les bonnes habitudes alimentaires aux athlètes. Rendez-vous est pris pour le week-end prochain avec un appel aux amateurs de marche et surtout de nature. Parlons maintenant de vie scolaire numérique. C'est un nouvel outil de suivi d'élèves à distance. Cet outil a été mis en place dans le cadre du plan annuel de l'encadrement scolaire. Un peu plus d'informations avec Francis Boifo. Plus besoin pour les parents d'élèves de se déplacer pour s'informer sur le travail ou le comportement de leurs enfants à l'école. La vie scolaire numérique est désormais à leur disposition. Cet instrument permet d'automatiser certains des actes posés par le personnel d'éducation, de communiquer en temps réel les informations relatives aux agissements, aux notes de classe et aux moyennes des élèves. La vie scolaire numérique utilise à la fois l'ordinateur, Internet et les téléphones portables. L'outil de gestion école qui est mis en place n'est pas payant. Si un établissement est intéressé, il peut s'adresser à la DVS pour qu'un parent puisse bénéficier d'un interservice. Il faudrait que l'établissement dans lequel se trouve son enfant soit dans le réseau vie scolaire. Le parent, tout simplement, à travers la plateforme 7117, peut envoyer une commande VS pour avoir plus d'informations. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les acteurs du système scolaire ivoirien et surtout les parents d'élèves à s'approprier ce nouvel outil de communication. Dans le souci d'améliorer le rendement des élèves, le directeur de la vie scolaire annonce la mise en place dans les prochains jours de la carte de bus numérique, une carte de transport à puce rechargeable par mobile money. L'action gouvernementale et parlementaire expliquée aux populations de Madinani, c'est l'exercice auquel s'est soumis Koné Ziebiri. Le député de l'Assemblée nationale a voulu donner aux populations de sa circonscription toutes les informations nécessaires sur la marche du pays. Thérèse Tapeyoboué. Centre culturel de Madinani. Le député de la circonscription électorale de Fengolo, Ngolo Blasso, Madinani, Koné Ziebiri, a rappelé et expliqué les grandes décisions du gouvernement, de même que les lois votées récemment, notamment celle sur le mariage, qui peut être mal comprise par la population fortement islamisée et très traditionnaliste. Il s'est agi également de partager avec les populations les préoccupations relatives à l'environnement socio-économique local et proposer de façon consensuelle des pistes de solutions. Chaque fois que je viens dans ma circonscription, je suis interpellé par les différentes couches sociales. Donc je me suis dit, au lieu de répondre individuellement, je viens convoquer une réunion où j'explique tout ça en une fois. On prépare à cette rencontre d'échange avec les populations le secrétaire général de préfecture de Madinani ainsi que le sous-préfet. Ces deux administrateurs ont profité de l'occasion pour expliquer le rôle d'un député, le plan national de développement, la loi de finances 2013, les collectivités locales, districts, régions, communes. Ils ont également sensibilisé sur les conflits éleveurs-agriculteurs, sur le VIH-Sida et sur la déclaration des naissances et des décès.
Je crois qu'aujourd'hui, ce que l'honorable député vient de nous dire, vraiment nous a beaucoup apaisé, nous a beaucoup rassuré avec la collaboration de l'administration, qui n'a fait que confirmer ce qu'il a dit concernant par exemple l'axe Bundiali au Guinée, concernant par exemple l'axe Samatigila jusqu'en Guinée. Les populations ont souhaité que ces échanges se tendent à d'autres localités. De l'alimentation à présent, connaissez-vous ce plat composé d'atiéké, sémoule de manioc et de morceaux de thon frit? Les habitués vous parleront du garba, tout simplement, consommé sur toute l'étendue du territoire, souvent dans des mauvaises conditions d'hygiène. Aujourd'hui, il est de plus en plus question de mettre fin à l'insalubrité des garbadromes, nous disent Josia Bro et Aimé Quadio. À l'entrée de ce garbadrome, un caniveau à ciel ouvert. Poubelle à proximité de la nourriture, des mouches sur les poissons non couverts. C'est le constat dans la plupart des points de vente de garba. Plat à base de manioc accompagné de thon frit. Les consommateurs ne semblent pas être gênés par le cadre infect. Côté propriété là, c'est difficile. Ouais. Mais on fait avec. Pour les vendeurs, leur lieu de travail est propre. Vous formez les poissons, vous mettez au javel, dans ce comme ça. Mettre fin à l'insalubrité dans ces lieux de restauration. Cheval de bataille de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA qui mènera une opération pour lutter contre les déchets de tout genre à partir du 1er mai. Nous avons donc le rôle de poursuivre tous ces différents agents et les amener à de meilleures habitudes, à de meilleurs, réflexes, afin que désormais on puisse manger en toute sécurité. 400 motos qui seront distribuées pratiquement dans toutes les communes. Et ces motos serviront donc à traquer et à suivre, à aider à sortir la plupart de ces restaurateurs clandestins à venir au grand jour et à travailler dans de meilleures conditions. L'ARMA assure que les Ivoiriens mangeront dans des conditions hygiéniques. Le garba constitue le repas rapide et bon marché des jeunes Abidjanais. L'actualité à l'étranger, vous allez le voir en image, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, était sur place à Gao au Mali pour encourager les troupes franco-africaines qui combattent les islamistes. Sachez que cet après-midi, les députés français ont approuvé la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali. Voilà. Et sur place au Mali, les troupes tchadiennes continuent de ratisser le massif des Horas à Kidal pour déloger les islamistes cachés dans les montagnes. D'un plateau à un autre plateau, rocher par rocher, sous une chaleur accablante, l'armée tchadienne ratisse le massif de l'Adrar des Iforas. Objectif, débusquer les islamistes cachés dans ces montagnes. Fin janvier, ces soldats ont d'abord pris position plus au sud, à Kidal, à 1500 km au nord-est de Bamako, puis ils sont remontés en direction de la frontière algérienne, sur les hauteurs. À notre arrivée, on n'a pas trouvé une résistance quelconque, donc nous y sommes installés et par la suite, nous avons eu à nous déployer vers le nord, vers le nord-ouest et le nord-est. Précisément dans l'Adrar. Plus de 2200 soldats tchadiens ont été envoyés dans le nord du Mali. N'Djamena a investi 90 millions d'euros. Sur ce terrain difficile, les Tchadiens opèrent aux côtés de l'armée française. Ici, les militaires viennent de trouver une cache d'islamistes. Après, il y a beaucoup de nourriture en haut. C'est pas piégé ça, les sacs qui sont tout neufs. Donc je pense que vous pouvez les récupérer. Dehors, des dizaines de caisses de munitions éventrées, des cartons de livres, des documents en arabe qui attestent de l'application de la charia par les djihadistes. L'un d'eux, d'origine algérienne, vient d'être fait prisonnier. Dans cette zone géographiquement propice à la guérilla, le Tchad a subi de lourdes pertes, 36 morts, 74 blessés, selon le dernier bilan officiel. 3 mois après leur arrivée, les militaires ont le sentiment d'avoir accompli leur mission. Certes, s'il y a eu des évadés, ne serait-ce que ceux qui sont sortis à pied. En dehors de ça, on a détruit leur base arrière, on a contrôlé entièrement toutes leurs bases. Mi-avril, le président tchadien a annoncé le retrait de ses troupes sans donner de date, car les Tchadiens sont victimes de leur efficacité. Ils sont la tête de pont de la force africaine engagée au Nord Mali et la MISMA n'entend pas se priver d'un contingent qui a fait ses preuves. N'Djamena, elle, voudrait que ce soit désormais l'ONU qui finance le déploiement de son armée.
Voilà, retour en Côte d'Ivoire et ce message du président de la République Alassane Ouattara au président de la République populaire de Chine. J'ai appris avec une grande consternation la triste nouvelle du séisme survenu le samedi dans la province de Chouane qui a occasionné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés et des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel exprimer au peuple ami de Chine, au gouvernement chinois ainsi qu'à votre Excellence ma profonde compassion. Fin de ce journal, rappelons qu'après les votes, les premiers résultats définitifs ont été rendus publics cet après-midi par la CEI, la Commission électorale indépendante. Il s'agit dans un premier temps des résultats concernant uniquement l'élection municipale. Les résultats de 70 communes ont été donnés cet après-midi aux environs de 17h, heure locale, par le porte-parole de la Commission électorale indépendante. D'autres résultats seront proclamés aux environs de 21h en direct sur RTI 1. Bonne suite de programme sur RTI 1. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.